Pour orchestrer cette immense machine, Wilson a mis en place un département spécial, la commission Krill. Elle rassemble des professionnels de la communication, journalistes, publicitaires, agents de presse. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans qui s'est déjà construit une solide réputation de publicitaire dans le domaine du divertissement. Il s'appelle Edward Bernays. Comme la plupart des membres de la commission, il partage une vision des foules très répandue parmi les élites dirigeantes des pays occidentaux. Cette vision repose sur des théories exposées à peine 20 ans plus tôt par le français Gustave Le Bon. Dans son livre La psychologie des foules, il décrypte le comportement spécifique des masses. L'idée de base était que les gens étaient incapables de pensée rationnelle. C'était impossible de leur parler et de raisonner avec eux. Ils étaient des microbes. Ils se comportaient comme un virus. Des animaux à la merci de leur moelle épinière. Il a présenté l'anatomie d'une foule comme un groupe d'individus privés de capacité de raisonnement. Puisque la raison n'a pas d'effet sur les foules, il faut donc s'adresser à leurs émotions et à leurs instincts. On est très vite arrivé à l'utilisation d'approches psychologiques pour tenter de court-circuiter toute pensée critique et toucher les gens aux tripes. La guerre diabolisait la figure du Hun germanique. C'est comme ça qu'on a eu des histoires fictives, comme les bébés embrochés sur des baïonnettes en Belgique. Ça tient beaucoup à l'utilisation de symboles très puissants et profondément enracinés dans les esprits, pour dégrader le sens du message véritable et se focaliser sur le ressenti. Ça a eu pour effet de convertir très rapidement une population pacifiste en fanatiques anti-allemands. Par exemple, l'orchestre symphonique de Boston ne jouait plus de Beethoven parce qu'il ne voulait pas être associé à cette hideuse monstruosité. La commission Krill a été très efficace. En moins d'un an, la commission Krill est parvenue à retourner l'opinion publique sans violence et sans changer de système de gouvernance. Pour les grands capitaines d'industrie de l'époque que sont les Rockefeller, les Carnegie ou les J.P. Morgan, le succès de ces méthodes de propagande ouvre des perspectives qui arrivent à point nommé.